Boom soutient la puissance de la passion gratuitement sur Utip en matant des pubs ou en faisant des petits dons. Tu peux aussi acheter mes BD auto-édités en ebook et des t-shirts et hoodies de la passion cosmique dans la boutique Chef Otaku. Tous les liens sont dans la description. Que la passion te guide. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review des épisodes 4 et 5 de My Hero Academia, Boku no Hero Academia, X-Men au Japon qui font du soutien scolaire à domicile, t'appelles ça comme tu veux. Ouais. Oui, je fais la review de 2 épisodes d'un coup parce que j'ai décidé que pendant un moment, les reviews ne seront plus systématiques. Voilà, j'essaye un nouveau système. Bon, parce que les reviews c'est bien, mais je préfère me consacrer plus de temps à faire plus de grosses vidéos. Hein, là, t'as vu, j'ai sorti un menu manga, de Dragon Ball G, un menu manga 3 semaines d'affilée. J'aimerais bien garder ce rythme-là. Et aussi, je sors moins de reviews, comme ça, quand je sors une review, je peux la travailler un peu plus. Alors, je dis pas que je travaillais pas mes reviews avant, mais je m'attardais un peu plus sur le fond que sur la forme, si tu veux. Donc là, je vais essayer de me consacrer un peu plus aux deux, hein, histoire de faire un peu du contenu qualitatif. Par contre, ça a intérêt de faire plus de vues, parce que si ça fait pas de vues, je retourne au format d'avant où je me pose sur le canapé et je déblatère. Parce qu'en vrai, c'est trop chiant à monter, les trucs comme ça. En vrai, je me casse le cul. Donc, je teste, hein, on testouille. Voilà, hein, c'est tout. Oui. Bref, comme je l'ai fait récemment pour la vidéo sur le dernier chapitre d'SNK, de Shingeki no Kyojin, de Shingeki no Kyojin, on va faire plus ou moins du scène par scène, hein, et on va développer autour, on va s'arrêter sur les trucs intéressants. Ouais, c'est parti. L'épisode 5 commence par Deku / Midoriya et Mirio / le Million qui effectuent leur première patrouille. Ils sont chargés de faire plus ou moins diversion pendant que Night Eye et Bubble Girl surveillent les Yakuza. Et là, pif pouf paf, la jeune Eri, probablement en fuite, rentre accidentellement dans Deku, tandis qu'elle est poursuivie par Overhaul. Bon, c'est quand même un sacré hasard, hein, faut avouer. On assiste là à une scène pleine de suspense et de tension. Ce qui est intéressant, c'est de voir Deku en plein dilemme. Il veut être un héros, c'est un super-héros. Il veut donc protéger et venir au secours de cet enfant terrorisé. Mais s'il le fait, il risque de mettre en péril la mission que lui a confiée Night Eye. Dilemme, sauver une enfant tout de suite ou attendre et sauver encore plus de gens plus tard. Mirio, quant à lui, comprend la situation et le conflit qui traverse Deku, mais lui comprend qu'ils doivent surtout ne pas se faire remarquer. C'est marrant comment à ce moment-là les personnages se répondent indirectement et confrontent leur vision de l'héroïsme. Visions qui sont très proches, vu qu'ils utilisent les mêmes arguments en fait. Mirio dit qu'il faut laisser tomber pour cette fois, pour que la mission réussisse, parce que c'est ça d'être un héros. Et Deku dit ok, mais on peut pas faire genre on voit rien parce que ce ne serait pas très héroïque. Répondre à la détresse d'une enfant, c'est ça être un héros. La situation semble sur le point de vriller car Deku ne parvient pas à se résigner à laisser la fille. Quand soudain la petite Eri prend la décision à sa place et retourne avec Overhaul pour éviter que ce dernier s'en prenne aux deux héros. Là, coup dur pour Deku. Non seulement il n'a pas pu sauver Eri, mais c'est Eri qui l'a sauvé lui et qui a sauvé sa mission. Et derrière il se fait limite engueuler par Night Eye qui ne peut définitivement pas le blairer. C'est intéressant parce que là Deku prend conscience qu'il ne pourra pas toujours sauver tout le monde, et que sa vision de l'héroïsme et sa volonté ont été mises à mal sur le terrain. Et ça le frustre, il ne sait pas quoi faire, donc il blâme All Might de ne pas lui avoir expliqué où il mettait les pieds. Ce qui nous amène à la scène majeure de l'épisode. Deku confronte All Might avec au départ l'intention de l'engueuler, mais la scène prend assez rapidement un autre tournant, quand All Might lui apprend qu'il va très probablement bientôt mourir. Et là, Deku se rend compte qu'en fait il a rien bité et qu'il n'a pas le temps de se plaindre, il a un vrai fardeau sur les épaules, une vraie responsabilité. On a d'ailleurs un petit flashback de la dispute entre Night Eye et All Might au lendemain de sa blessure contre All for One, si j'ai bien compris. On assiste encore une fois à une confrontation de vision de l'héroïsme. Night Eye, en tant qu'acolyte et plus grand fan d'All Might, pense que le plus important en ce qui concerne All Might, c'est le symbole qu'il représente, et qu'il ferait mieux de se retirer de la scène tant que ce symbole est intact. Parce que pour lui, si le monde voit un All Might affaibli et vaincu, genre All Might s'est fait dégommer, il n'y a plus d'espoir, c'est chaud. Mais All Might pense qu'il sera un meilleur symbole sur le terrain, parce que pour lui, le devoir d'un héros, c'est d'avant tout de sauver les gens. Ça se tient aussi comme point de vue, c'est bien beau de donner de l'espoir aux gens, mais si tu viens pas les sauver derrière, ça sert pas à grand chose. Et boum, révélation, j'ai vu ton avenir, tu vas mourir. All Might dit que de toute façon, si tu l'as vu, ça va arriver, alors fuck it. Et Night Eye gueule et tente de convaincre qu'avec de la volonté, ils parviendront peut-être à changer sa vision. Mais All Might retourne quand même au charbon. Ce qui nous ramène à ce que Night Eye a dit à Deku plus tôt dans l'épisode. La volonté ne fait pas tout. Quand il dit ça, il ne parle pas seulement de Deku. Il parle de lui qui, malgré toute la volonté du monde, n'a pas pu convaincre All Might, ni de prendre sa retraite, ni de filer son pouvoir à Mirio. Bon, par contre, petit aparté, pourquoi Night Eye, il n'a pas observé plus loin dans le futur de Deku pour savoir s'il était digne du One for All ou pas? Même question pour Mirio. Pourquoi il n'a pas regardé le futur de Mirio Togata pour savoir s'il allait avoir le One for All ou non?
Ça aurait évité plein d'embûches, de problèmes. Donc pourquoi il l'a pas fait? En fait, je comprends pourquoi il l'a pas fait, parce que sinon ça nique un peu l'intrigue de l'histoire. Mais dans ces cas-là, faut nous le justifier quand même. Parce que si tu mets un personnage qui a le pouvoir de voir l'avenir, soit tu considères qu'il est inéluctable et que de toute façon ça va arriver, soit tu considères qu'on peut le changer. Donc à ce moment-là, il faut quand même discuter de la chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Parce qu'en fait, s'il voit l'avenir et que cet avenir est inéluctable, il aurait pu savoir que Mirio n'aurait pas le One for All et que ça serait Deku, Midoriya, qui l'aurait. Donc pourquoi il ferait la gueule à All Might au final? Tu vois ce que je veux dire? Bref, retour au moment présent. Deku demande à All Might de ne pas se résigner à mourir, de tout faire pour vivre jusqu'à ce que Deku se révèle au monde comme le nouveau symbole de l'espoir. Et c'est là que ça devient épique. All Might lui dit qu'il était résigné à mourir, mais que Deku lui a redonné l'espoir et l'envie de vivre. L'envie de suivre son évolution, son parcours. Le but d'All Might aujourd'hui est de voir Midoriya briller. Midoriya sauver la vie d'All Might en lui donnant un but, en réanimant sa volonté. Ça me fait penser à la scène dans Rocky 2 ou 3, où Mickey dit à Rocky que c'est lui qui le maintient en vie, parce qu'il veut le voir briller. Ouais, Rocky c'est trop bien, c'est trop esprit shonen. En entendant ça, Deku retrouve certainement confiance en sa vision de l'héroïsme et comprend ce qu'il représente pour All Might. Et ça, c'est beau. Bon, là j'ai bien envie de me faire une petite analyse de scène en mode branlette. T'es chaud ou pas? Bon, allez, on y va. Attention cette branlette, hein. Je préfère te prévenir, attention. La mise en scène ici nous rappelle la fameuse scène de l'épisode 2 de la saison 1, scène dans laquelle All Might dit à Midoriya les mots qu'il a toujours voulu entendre. Tu peux être un héros. Les plans sont quasiment similaires, All Might baigné dans la lumière éclatante du soleil au bout d'un chemin, tandis que Midoriya est comme aveuglé par cette lumière. Les plans sont très similaires, mais selon moi leur sens est différent, au moins en partie. Dans l'épisode 2, All Might, baigné dans la lumière du soleil, évoque symboliquement l'espoir pour Midoriya de voir son rêve un jour se réaliser, mais aussi le chemin qu'il doit parcourir pour rejoindre All Might dans la lumière. Midoriya pleurant au sol, surplombé par All Might, qui lui dit que là t'es tout en bas, mais tu peux aspirer à la grandeur. Ici, dans cet épisode, All Might est à nouveau baigné dans la lumière du soleil, mais cette lumière au bout du chemin, si elle représente toujours l'espoir, elle pourrait aussi tout aussi bien représenter la mort à venir d'All Might. Oui, je sais, la lumière au bout du tunnel pour représenter la mort, je sais que c'est facile, oui je sais, mais je n'ai pas fini. Cette fois-ci, Midoriya n'est plus au sol. Il pleure, certes, mais il fait face à All Might, se montrant presque aussi grand que lui. Midoriya, sous l'impulsion d'All Might, a grandi et s'est avancé sur le chemin d'All Might. Il l'a presque rattrapé. Midoriya sera bientôt dans la lumière, mais pour que Midoriya atteigne la lumière, il faut qu'All Might s'écarte du chemin. La mort symbolique ou physique d'All Might est inéluctable, voire même absolument nécessaire pour que Midoriya puisse briller. Et que dit All Might dans cette scène? Il dit « J'essaierai de ne pas te gêner ». Il va tellement mourir! C'est sûr! Mais maintenant, on va s'intéresser à l'épisode 5, que j'attendais pas mal, hein, parce que beaucoup de gens m'avaient vendu le Red Riot Unbreakable comme une dinguerie. Alors, c'était très sympa, c'était cool, c'était bien fait, mais ça ne m'a pas transporté plus que ça, hein, j'y reviendrai. Mais c'était néanmoins intéressant. Et oui, je skip totalement la scène avec les 3 meufs qui arrêtent les géants, parce que j'ai pas grand chose à en dire, parce ça forme pas grand chose, ça rajoute pas grand chose au schmilblick, elle pose juste des bases pour un truc qui sera développé certainement plus tard. Et je vais pas m'attarder non plus sur la re-rencontre entre Overhaul et Shigaraki, parce que, à part nous faire de l'exposition, ça nous raconte pas grand chose de plus. Ouais. Je m'intéresse donc directement au plat principal, à l'attraction principale de cet épisode, le combat de Red Riot / Ejiro contre le voyou qui jette des lames. Combat que j'ai trouvé intéressant parce qu'il permet de montrer à quel point My Hero Academia arrive à combiner l'essence de l'esprit shonen neketsuesque avec l'essence du super-héroïsme comics. Je vais t'expliquer. Il existe une espèce de règle tacite, de tradition, de gimmick dans l'univers des super-héros. Un bon super-héros possède des pouvoirs qui reflètent sa personnalité, son identité et ou ses problématiques. Exemple, Green Lantern. Son anneau fonctionne grâce à son courage et sa volonté, et c'est un héros qui doit constamment affronter ses peurs et ses traumatismes. Et ça, c'est plus ou moins valable pour toutes les versions des Lanternes depuis Hal Jordan, qui doit surmonter, lui, la mort de son père. John Stewart, qui lui succède, doit surmonter ses traumas de soldats, etc., etc. Cyclope des X-Men, c'est un leader, un mec qui a une vision, et son pouvoir c'est de balancer des rayons par les yeux, et il est condamné à voir le monde au travers d'une visière spéciale.
Ouais, t'as compris. Wolverine est paradoxalement physiquement invulnérable et psychologiquement et émotionnellement complètement ravagé par les années de deuil et de souffrance. Spider-Man est continuellement pris dans la toile qui sépare sa vie de héros et sa vie de civil. Dans My Hero Academia, c'est pareil. Shoto a 2 haltères, un de feu et un de glace, et le gars est en conflit avec lui-même. Bakugo, quand il doit apprendre à maîtriser ses explosions, il doit surtout apprendre à maîtriser son tempérament. Quant à Ejiro, Red Riot, son alter, c'est le durcissement. Il doit donc constamment renforcer sa volonté, sa détermination à devenir un héros. Le gars était dans le doute, il voit bien que son alter est moins puissant et impressionnant que ceux de Shoto ou Bakugo, mais au cours du combat, il comprend que ce n'est pas l'alter qui fait le héros, mais la détermination à protéger et servir le bien. Sa capacité à ne pas fléchir, c'est sa volonté. C'est d'ailleurs la volonté qui le démarque de son adversaire. Comme Ejiro, le petit voyou pense qu'il a un alter faible, sauf que non seulement son alter est faible, mais sa volonté est faible, et c'est son manque de courage qui le pousse à prendre la drogue qui augmente les pouvoirs. Tout ça fait sens. Mais Red Riot ne parvient pas pour autant à réellement arrêter le voyou, c'est Fat Gum qui l'arrête, en faisant bien comprendre à Ejiro qu'il a encore du chemin à parcourir et que la volonté ne fait pas tout. Oui, on revient à l'épisode 4. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire en termes d'analyse de ces 2 épisodes, et je dois avouer que j'ai bien préféré l'épisode 4, parce que pour moi l'épisode 4 montrait vraiment l'évolution de Midoriya, l'avancement, une nouvelle étape dans le parcours de Midoriya. C'était plus intéressant émotionnellement, ça m'a plus parlé que l'épisode avec Red Riot Unbreakable, parce que, alors l'épisode était très bien si tu veux, mais j'ai trouvé que la résolution était un petit peu trop rapide. Un petit peu trop facile. À aucun moment j'ai réellement senti que Ejiro, il en a chié si tu veux. Du coup, quand la résolution arrive, bon ouais, il a gagné, mais en même temps il a trouvé la solution très facilement. Est-ce que cette victoire était réellement méritée? Alors certes, on nous met derrière quelque chose. Cette victoire est lourde de sens, cette transformation est lourde de sens. Mais c'est un petit peu servi. On va direct à la conclusion. On prend pas le temps d'introduire le bordel réellement comme il aurait fallu le faire. Même dans la mise en scène, t'as 3 secondes de Sakuga stylé, certes, avec une petite musique stylée, mais j'ai pas eu le petit frisson épique habituel dans ce genre de scène dans My Hero Academia. Voilà, c'était très cool, c'était bien fait, mais je pense que ça aurait pu être beaucoup plus impactant. Ça aurait dû même être beaucoup plus impactant. Voilà. Bref, c'est tout pour cette fois. Comme d'habitude, je t'invite à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé des épisodes, ce que tu as pensé de cette review, ce que tu penses de ce format-là, à mettre un pouce bleu le cas échéant, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo et à mettre la cloche. Je dis jamais de mettre la cloche parce qu'il y a plein de gens tous les jours, quand chaque fois que je sors une vidéo, fait « Moi je l'ai pas eu dans mes notifications ». Donc il faut mettre la cloche, les gens. Je rappelle aussi la boutique Chef Otaku sur Utip, où il y a des mugs, il y a des t-shirts, tout ça, et il y a aussi le comics Dirty Cosmos. L'intégrale des 3 premiers volumes sortis, des 3 premiers numéros sortis, 5 balles, franchement c'est pas cher. Vous êtes très nombreux à l'avoir commandé, ça fait plaisir. Donc continuez les gens, et le 4 arrive incessamment sous peu. Ouais, sur ce, que la passion vous guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.